Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est arrivé à Alger pour une visite de 2 jours. Dans un entretien accordé au journal El Khabar hier, 12 mars 2023, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité s'est exprimé sur la crise entre l'Algérie et l'Espagne. Le chef de la diplomatie européenne a dit: nous regrettons les sérieux obstacles imposés par l'Algérie depuis juin 2022 au commerce avec l'Espagne, à l'exception du gaz. Ce blocage est très préjudiciable à la mise en œuvre de l'accord d'association et ne sert l'intérêt de personne. Je suis convaincu qu'une solution est possible et nous devons travailler ensemble pour la trouver rapidement pour notre bien commun, pour surmonter les obstacles existants et lever tout obstacle à nos échanges, a-t-il ajouté. Dans un contexte régional et international très mouvementé, pourquoi cette visite du chef de la diplomatie européenne? Que cherche donc l'Europe de l'Algérie? Vous me direz l'énergie fossile, ou plutôt les intérêts de l'Europe, sachant que l'Algérie fournit environ 10% de gaz consommé en Europe. Il est important de préciser que l'Europe se dirige vers la transition énergétique ou l'énergie renouvelable, car l'Union européenne souhaite atteindre la neutralité carbone, comme convenu lors de la conférence de Paris. Du côté algérien, on demande de revoir l'accord du partenariat avec l'Union européenne. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on produit à part les énergies fossiles? Quasiment rien. Le pouvoir algérien cherche surtout à redorer son image à l'étranger, une image qui compte beaucoup pour sa survie. Mais le souci des Européens, c'est que l'Algérie inquiète au plus haut niveau, par son instabilité politique à l'intérieur, la situation des droits de l'homme, la répression, l'emprisonnement des hommes politiques d'opposition, l'arrestation des journalistes, l'émigration clandestine, mais aussi par sa diplomatie pro-russe. Pour encore jeter plus de doutes sur notre diplomatie, où est donc passé Ramtan Lamamra? Le ministre des Affaires étrangères, un visage bien connu des diplomates européens, mais surtout respecté. Sachant que M. Tebboune et sa compagnie n'ont pas arrêté de marteler les Algériens du retour de la diplomatie algérienne et de mettre fin à la politique de l'opacité. Vraiment, M. Tebboune? Cette instabilité chronique de notre pays et l'opacité de ses institutions attestent l'inquiétude des Européens. Mais pas seulement, mais donne aussi signe de fébrilité à nos partenaires étrangers et installe le doute quant à la stabilité de l'Algérie. Algérie, visite de la diplomatie européenne, contexte et visite du chef de la diplomatie européenne, contexte et interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Noura Bekouche, médecin et militante politique. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Noura Bekouche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup Nassar, bonsoir et bonsoir à vous, à vos invités et au peuple algérien. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone, mais aussi le plaisir d'accueillir M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, homme politique, opposant politique, qui est avec nous par téléphone depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Siker. Bonsoir à vous et aux invités et aux téléspectateurs.
Merci beaucoup Karim Tabou. Je vais commencer cette émission avec vous Karim, puisque vous êtes à Alger. La visite de Josep Borrell, donc le chef de la diplomatie européenne, qui est arrivé à Alger hier pour une visite de 2 jours. Comment peut-on la lire dans le contexte que vit notre pays, Karim Tabou, mais aussi de cet enjeu géopolitique que connaît le monde entier? C'est clair qu'après pratiquement une absence de l'Algérie dans la diplomatie, dans l'activité internationale, et malheureusement ce n'est pas sa volonté qui fait la différence, mais c'est plutôt les enjeux, comme vous le dites bien, géostratégiques qui ont fait que l'Algérie se retrouve parfois au cœur d'un certain nombre d'enjeux. Lorsqu'on évoque l'énergie, lorsqu'on évoque les pays producteurs du gaz à proximité de l'Europe, et lorsqu'on évoque les questions de l'immigration, lorsqu'on évoque les dangers qui menacent l'Europe notamment, et les alliances qui se tissent aujourd'hui sur le plan international, justement, tout ça met l'Algérie au cœur de ces enjeux. Et vous connaissez la règle la plus simple des relations internationales, c'est que sur le plan international, si vous avez un poids, si vous avez un État solide, si vous avez la démocratie, si vous avez le soutien populaire, si vous avez une économie structurée, et vous avez également une vision de l'avenir, vous allez vous placer dans les équations. Vous allez mettre votre équation dans l'équation des puissances et des enjeux internationaux. Le contraire serait que des pays comme le nôtre, par la faute justement de l'absence de la démocratie, de l'état de droit, de l'absence de la vision de l'avenir et surtout de l'adhésion populaire aux politiques du pouvoir, l'Algérie, je pense, dans tous les classements, dans toutes les classifications des pays, malheureusement, il est signalé, il est mis dans les zones rouges. C'est un pays pourvoyeur de l'immigration, puisqu'une grande partie du peuple algérien souhaite rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. C'est un pays qui n'a pas de vision ni politique ni économique, et la preuve est que sur le plan diplomatique, quand même, l'Algérie a enregistré au bout d'une année un certain nombre d'actes qui peuvent susciter des interrogations. Malentendu avec l'Espagne, malentendu avec l'Éthiopie, rupture de relations avec le Maroc, des problèmes récurrents avec la France, etc. C'est-à-dire que vous avez un pays qui n'est pas stable sur le plan de ses relations, qui n'est pas stable dans sa vision, et qui continue de naviguer à vue. Ajouté à cela, il y a ce grand chamboulement dans les relations internationales, l'équation ancienne de l'Est et de l'Ouest, du bloc socialiste et du bloc occidental capitaliste. Aujourd'hui, on se retrouve pratiquement avec un pays en perte de vue, en perte de perspective. Tantôt il est avec les uns, tantôt avec les autres, et il n'arrive pas à se placer dans les enjeux. C'est ce qui explique toute cette hésitation et surtout ces visites. Lorsque un pays a un choix fait, une stratégie connue, une adhésion assumée à des options dans le monde, il ne reçoit pas autant de visites. Vous savez, vous n'avez pas toutes ces visites parce qu'on considère que tel ou tel pays, il est déjà inclus dans des stratégies. Et malheureusement, notre pays, vous le voyez bien, par la faute justement de la faiblesse du pouvoir,
de la vulnérabilité interne, le pays est devenu sujet à toutes les pressions. C'est une règle simple. Vous êtes puissant en intérieur, vous allez avoir la parole à l'extérieur. Le contraire, et nous avons bien remarqué que le pouvoir algérien a adopté justement le contraire, consistant à tout céder à l'extérieur, le plus important étant de maintenir sa mainmise et de tout contrôler à l'intérieur. Karim Tabou, comment expliquer, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, comment expliquer l'absence de chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra? On parle bien sûr des rumeurs, c'est des informations qui n'ont pas confirmé, qu'il sera remplacé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, mais son absence a soulevé beaucoup de questions, Karim Tabou. En tout cas, pour moi, le sujet des personnes ne m'emballe pas trop. Ramtan Lamamra était là du temps de Bouteflika. Ramtan Lamamra est quelqu'un qui a pleinement soutenu le pouvoir, assumé le pouvoir. Ramtan Lamamra, quand il y avait les débuts du Hirak, souvenons-nous, il est parti en Russie solliciter notamment les hackers et le matériel pour essayer d'avoir la main sur les réseaux sociaux et de contrôler tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Bon, bien que pour moi, personnellement, la diplomatie ne se fait pas par le ministre des Affaires étrangères. La diplomatie en Algérie, comme l'économie, comme l'intérieur, comme tout, est dirigée par une police politique qui est là et qui nomme parfois des technocrates, parfois elle nomme des personnes auxquelles d'ailleurs on colle tellement trop de choses. On a bien dans les médias algériens et dans certains milieux entre parenthèses intellectuels considéré Ahmed Ouihia comme le technicien, Ramtan Lamamra comme le diplomate et on a mis des mots, des qualificatifs dans ce pays. Malheureusement, ces mots et sont devenus des biens vacants. Vous pouvez les mettre sur n'importe quelle figure et sur n'importe quelle chose et on fait du mensonge une vérité nationale. Mais pour revenir au fait que le chargé de la diplomatie, vous savez, l'Algérie est un pays unique dans ce monde. C'est un pays qui ne respecte aucune norme. Mais Karim Tabou, quand on entend les déclarations du chef de la diplomatie européenne, lui, il dit tout à fait le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Et comment expliquer donc ces déclarations, Karim Tabou? On écoute Joseph Borrell et je reviens à vous très rapidement. Vous avez une longue histoire dans la lutte contre le terrorisme. Et nous voulons développer une vision globale et stratégique de ces menaces, vieilles et nouvelles, coordonner et soutenir mutuellement des actions sécuritaires et joindre nos efforts pour renforcer la stabilité de notre environnement et voisinage commun. Et je pense en particulier notamment au Sahel. Comme vous le voyez, les sujets pour approfondir notre partenariat sont nombreux. Nous avons la volonté de le faire. J'espère que ce voyage et ces rencontres... Karim Tabou, les déclarations de Joseph Borrell, donc le chef de la diplomatie européenne, sont très claires. L'Europe compte sur l'Algérie, par exemple, sur la question sécuritaire. Et entre guillemets, l'Algérie compte pour l'Europe sur d'autres dossiers aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Oui, de cette déclaration, d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire. Elle est en parfaite cohérence avec ce que je viens de dire. Le chargé de la diplomatie européenne parle aux militaires algériens, parle aux vrais tenants du pouvoir, s'adresse aux sécuritaires. Il ne s'adresse pas aux politiques, il ne s'adresse pas aux diplomatiques, il ne s'adresse pas à l'économique. Il s'adresse plutôt aux sécuritaires. Il sait très bien que ceux qui gèrent ce pays
sont les tenants du sécuritaire. La deuxième, qui est là, c'est que à chaque diplomate qui vient en Algérie, il sert le discours que veulent entendre les autorités algériennes. C'est la grande triche, c'est la grande comment on appelle ça en diplomatie. Quand ils viennent, ils ne servent le discours que veut bien entendre le pouvoir. Le contraire, ils savent très bien que le pouvoir algérien, il est en crise politique, il est en difficulté politique à l'intérieur, et donc le soutien, l'apport politique et la complicité avec le pouvoir suffit pour attendre du pouvoir algérien le retour sur le plan du gaz, sur le plan du pétrole, sur le plan de la coordination sécuritaire, etc. Vous voyez très bien que finalement, l'Algérie est placée dans la vision globale du monde comme étant un poste avancé de garde. On ne vient pas expliquer, discuter avec l'Algérie sur les transitions énergétiques, sur l'économie, sur les enjeux stratégiques futurs. On vient tout simplement lui confier la tâche de poste avancé de garde dans la région sud de la Méditerranée, et plus que cela, parce que l'Algérie est un pays qui a un budget important destiné à l'armée, donc on lui confie également la tâche de s'occuper de toutes les questions sécuritaires dans la région du Sahel. Vous savez très bien, et le monde l'a bien montré, les expériences l'ont bien montré, la mobilisation des militaires américains en Irak a nécessité des budgets énormes. Et aujourd'hui dans le monde, il n'y a plus de militaires qui viennent depuis l'Atlantique ou depuis l'extrême est ou l'extrême ouest de la planète pour venir garder les intérêts des puissances occidentales. Et il confie la tâche aux armées locales, notamment celles qui bénéficient d'un grand budget d'un pays comme l'Algérie qui n'attend que le soutien politique international pour bien s'occuper de cette tâche au niveau local. Très bien, restez avec nous. Désolé, docteur Nour Abou-Kouch, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous avez entendu Karim Tabou, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette visite du chef de la diplomatie européenne? Qu'est-ce que l'Europe cherche de l'Algérie d'après vous? Je pense que Karim Tabou a fait une synthèse globale et de la situation, que ce soit sur le plan géostratégique, parce que la situation géographique de l'Algérie, elle est telle que elle se retrouve au fait de par cela au milieu d'enjeux régionaux et internationaux malgré elle. C'est pas la force du pays de l'Algérie qui fait d'elle qui la met dans cette situation-là. Les pays, de toute façon, c'est les intérêts qui fait le déplacement de toutes ces visites, et entre autres Josep Borrell, c'est les intérêts de l'Europe, que ce soit par rapport aux ressources, donc le gaz, ou que ce soit également sur le plan sécuritaire par rapport à ce qui se passe effectivement dans le Sahel. Et Karim Tabou l'a si bien dit, l'Algérie n'est qu'un prestataire de services, mais le problème, c'est que le prestataire il est même payé pour ces services, mais de par la situation de faiblesse de l'Algérie, parce que la force d'un pays, et Karim Tabou l'a souligné, elle vient de la légitimité populaire, elle vient d'une force intérieure, de l'intérieur. La diplomatie, elle se base également sur cette force intérieure, sur l'économie, sur la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, et tout cela, et tout ça est absent en Algérie. Donc
les pays profitent également et pourtant, docteur Noura Bkouch, excusez-moi, je vous ai interrompu. Monsieur Abdelmajid Tebboune, il dit que l'Algérie est une force régionale. Il parle de sa force, de sa stabilité aussi. On l'écoute, docteur Noura Bkouch, et j'aimerais avoir votre réaction juste après. كل الدول اللي تتعامل معنا معترفة بشيء أن الجزائر تعرف استقرار وتصدر الاستقرار. تصور يعني لو كان ماشي مع الحدود نتاعنا المشتعلة بصفة عامة، وهذه الدول العربية أول قمة اللي خدات هذا الحجم هذا. القمم العربية تمر يعني مر الكرام، يعني نهار يجتمعوا أغلبهم ما يجوش يعني معناه لما شيء يتنظم من طرف الجزائر صراحة عنده قيمة عربيا إفريقيا متوسطيا. Docteur Noura Bkouch, vous avez entendu Monsieur Tebboune, il parle bien sûr de la stabilité. L'Algérie connaît la stabilité, mais il va plus loin, il dit qu'on exporte cette stabilité. Ah ben, j'aimerais bien savoir qu'il m'explique par A plus B comment il exporte cette stabilité et de quelle stabilité il parle. Il suffit pas de dire qu'on est un pays fort et qu'on exporte ceci ou cela pour que ça soit vrai. On sait que c'est des paroles en l'air. En plus, franchement, Tebboune, le désigné du système en place, il est complètement à côté de la plaque. Donc, il peut dire ce qu'il veut. La réalité, elle est autre, et que l'Algérie, malgré sa situation, effectivement, l'Algérie, elle a les moyens d'être un pays fort, d'être un pays qui peut jouer un rôle sur le plan régional et international important, mais malheureusement, de par le système en place qui l'a complètement affaibli, n'est qu'une comment te dire, on veut prendre de l'Algérie, mais on veut pas. L'Algérie n'est pas un pays on a des rapports gagnant-gagnant ou des rapports vraiment entre pays. L'Algérie, on se sert. L'Algérie, on lui confie des missions, notamment à la sécurité au Sahel, parce que effectivement, comme l'a aussi si bien dit Karim Tabou, il y a les moyens. Les moyens, c'est un budget important, et l'Algérie, le régime, il achète juste pour se maintenir. Il vend ses services à qui veut les prendre, tout simplement. Docteur Noura Bkouch, la question de l'absence de chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, comment peut-on l'expliquer? Mais avant de vous donner la parole, on va juste vous faire montrer cette infographe sur cette question de l'absence de Ramtan Lamamra. Donc cette disparition d'Ramtan Lamamra soulève des questions, mais aussi ce qu'a déclaré Abdelmajid Tebboune auparavant sur cette opacité dans la gestion de l'État, les affaires de l'État. On écoute ces déclarations de M. Tebboune et je reviens à mes invités. لازم الرقم أنا باش نوصل نعرف ما هي العائلة اللي عندها دخل واحد. لا نيميريزاسيون نقول لك il y a trop d'arrière-pensée. L'opacité,
هي اللي عاشت فيها البلاد لمدة 20 سنة أكثر من 20 سنة الضبابية باش ما تشوفي والو. يبقى نرجعوا البلاد بلو ترانسبارونت شفافية بالنسبة لا نيميريزاسيون. الاورديناتور ما يكذبش وما تقدريش ترشيه. يجي النهار وين لا نيميريزاسيون تكون والشيء المستور يتكشف. Vous avez entendu donc ces déclarations de M. Tebboune. Docteur Nora Bekouche, la question qui s'impose bien sûr, dans ces déclarations, M. Tebboune se contredit, surtout sur cette question de l'absence de Ramadan al-Mamra. L'opinion publique ne sait pas, il se pose des questions, c'est le chef de la diplomatie algérienne, on parle d'une diplomatie qui est revenue en force du côté du pouvoir algérien, c'est toutes ces personnes donc qui viennent à Alger et on ne voit pas Ramadan al-Mamra. Votre réaction, docteur, par rapport à cette question? Oui, l'opacité d'Ababia, donc rien que sur cela. Au fait, indépendamment des personnes, et si on reste un peu sur une analyse, le pourquoi, hein, parce que je pense que c'était prévu qu'ils le voient, et normalement, sur le plan protocolaire, normalement, il devait être, s'entretenir avec Monsieur Borrell. Mais je pense que son absence, je sais pas, mais c'est vrai que ça soulève des questions. Limogeage, licenciement. Est-ce que c'est une guerre de clans comme on est, le pays et le peuple algérien on est piégé entre cette guerre toujours de clans, parce que c'est un système qui est basé sur des clans et jusque-là un équilibre de clans. Est-ce que c'est une guerre de clans? La diplomatie algérienne, les visites, les visites des pays, c'est pour se servir, mais la diplomatie algérienne, je pense, c'est pour la préparation du prochain mandat. Est-ce que c'est l'ambition de Tebboune d'un deuxième mandat ou l'ambition de Ramadan al-Mamra pour avoir son premier mandat? Est-ce que vous pensez que Ramadan al-Mamra lui fait ombre, entre guillemets? Oui, peut-être c'est Ramadan al-Mamra. Bon, je vais pas répéter ce qu'a dit Karim Tabou. Hein, c'est indépendant. Là, c'est que ce soit quel que soit le visage qu'on met sur une fonction, le système est le même et ça changera rien du tout parce que c'est la police militaire et c'est les militaires, la junte militaire Tom al-Askariya qui commande. Donc, mais peut-être c'est le prochain mandat. Moi, c'est voilà, point d'interrogation, prochain mandat. Tebboune, Mamara ou une autre personne, à voir. Très bien. Restez avec nous, docteur. On a été rejoint par Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui nous a rejoint depuis Alger par téléphone. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Mohamed. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à tes invités, à tous ceux qui suivent ton émission. Merci beaucoup, c'est Mohamed Khelfaoui. C'est Mohamed Khelfaoui, droit au but, comme on dit. Comment peut-on expliquer cette visite du chef de la diplomatie européenne en Algérie, sachant qu'il y a des questions qui ont été soulevées sur l'absence, surtout de la chef de la diplomatie algérienne ces derniers temps? Bon, deux questions différentes. L'absence de Ramadan al-Mamra et la visite de ce représentant de l'Union européenne. Ce qui est à regretter peut-être sur cette visite, c'est que l'Europe se présente regroupée. Par contre, l'Afrique ou le Sahel, de manière générale, même si les questions de sécurité au niveau du Sahel ou d'économie ou d'investissement ou de plan d'Alger ou ceci, et c'est en unilatéral. Par contre, lorsqu'il s'agit des intérêts européens, il vient lui-même Borrell, qui parle au nom de l'Europe. S'agit-il d'une pression pour mener l'Algérie à revoir un peu sa position vis-à-vis de l'Espagne? S'agit-il alors de confirmer ce plafond du prix du pétrole, du prix du gaz? De gaz, parce qu'ils veulent plafonner, les Européens
font comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Même si vous êtes le détenteur de la richesse, vous vendez comme ils veulent. Ce n'est plus les lois de marché, c'est kharjou à taille, comme on dit chez nous. Tu vends comme ça, point à la ligne. Mais pourquoi? Encore une fois, parce que ils traitent avec nous en isolé, c'est-à-dire on a un à un, au lieu d'être regroupés. Pour la sécurité du Sahel, s'il vient de discuter de ça, je crois que le Mali, la Mauritanie, le Niger, voire même le Tchad et le Burkina Faso doivent être conviés. L'Algérie devrait peut-être, à mon avis, discuter de cette sécurité en regroupant tous ces pays-là, c'est-à-dire exiger la présence, voire se réunir à Bamako, ou à Alger, ou à Tamarast, ou à Ouagadougou, peu importe le lieu, et discuter ensemble sur la sécurité du Sahel pour que ça donne la force, l'engagement, et puis pas de doute, et qu'on ne soit pas utilisé comme porte d'entrée, par la porte, ils reviennent par une fenêtre. Je crois que l'Algérie n'a pas besoin de qu'on sente en elle ce rôle, elle qui n'a jamais eu ce rôle d'ailleurs, et elle ne l'aura pas, je suppose, ce sont nos principes. Mais Mohamed Khelfaoui, allez-y, je vous en prie. Terminez votre... Bon, j'allais dire que l'absence de l'Amamra, voilà encore une chose là qui arrive pour nous dire que Makel Chefafia, on aurait bien voir, savoir. Bon, et pourtant, on a fait passer donc des déclarations de Al-Majid Tebboune qui a parlé de l'opacité, mais aussi a parlé aussi de la transparence, que ces dernières 20 années ont été marquées par l'opacité dans la gestion des affaires de l'État. Est-ce que vous pensez que cette absence de Ramtallah Mamra nous remet dans cette opacité de la gestion des affaires de l'État? Non, moi je dis, je dépasse tout ça parce que si dans son programme il veut parvenir à ça, oui, pourquoi pas. Sauf que, de mon point de vue, et à ce que j'ai appris, ce que je sais plus ou moins, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-on parler de transparence lorsque la justice n'est pas indépendante? Peut-on parler de transparence lorsque les voix sont muselées? C'est-à-dire, on ne peut pas parler parce que si vous citez, si vous dénoncez un acte ou une mesure ou je ne sais pas, une chose quelconque. Est-ce que c'est Mohamed, est-ce que vous pensez, vous venez juste de mentionner donc la justice, la liberté de l'indépendance de la justice, mais est-ce que vous pensez que tout ça inquiète aussi l'Union européenne, les pays européens, mais aussi l'Occident en général, par cette politique intérieure, par cette répression, par l'emprisonnement des journalistes, par l'emprisonnement aussi des hommes politiques d'opposition. Est-ce que vous pensez que l'Algérie inquiète tout simplement? Non, l'Algérie n'inquiète pas l'Europe. L'Algérie peut faire ce qu'elle veut, d'autant plus que l'Europe maintenant, un de ses buts principaux, l'offensive principale, dictée certainement par les États-Unis, c'est de ramener l'Algérie dans le giron européen, sinon américain. C'est pour toujours l'isolement de la Russie, de cette guerre et tout ce qui s'ensuit. Donc, eux, ça ne les intéresse pas ce qui se passe. Ça ne peut pas les intéresser. Et ils n'ont pas à s'intéresser par ailleurs. Hein. Par ailleurs, moi, je suis contre. Et pourtant, on a entendu, c'est Mohamed, et pourtant, on a entendu l'ancien ambassadeur de France en Algérie qui a exprimé ses inquiétudes. Il est allé même très loin parler de l'effondrement de l'Algérie, entre guillemets. Oui, bon, il dit ce qu'il veut. Quand ça vient de ces gens-là, on a l'habitude d'entendre ce discours, pour ne pas dire d'autres expressions, ce discours qui tend à décourager, qui tend à remettre en cause, à semer le doute, etc. Moi, quand ça vient de ces gens-là, moi, s'il te plaît, je bouche les oreilles, je réfléchis sur la question moi-même. Et il n'a pas à me montrer comment je dois réfléchir, parce que chez eux, l'information aujourd'hui, si vous voyez RT, Russia Today, elle est interdite. Si vous voyez PFM TV et toute la corruption
qui s'y passe à propos de l'information, l'arme de l'information, ils sont en train de nous abrutir, et ceux qui suivent les informations françaises, en particulier les autres managers, ils sont en train d'abrutir les gens, de mentir. Mais aussi, si Mohamed Khelfaoui. Très, très bien. Mais aussi, quand on parle de nous-mêmes, vous êtes en train de dire qu'on doit parler de nous-mêmes de ce qui se passe chez nous aussi. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Algérie n'inquiète pas l'Europe par une instabilité des institutions? On a vu dernièrement, par exemple, des changements au sein des services de sécurité que beaucoup d'observateurs ont dit que c'est des changements très inquiétants qui démontrent qu'il y a donc instabilité au sein de nos institutions. De manière générale, lorsqu'on arrive à des changements, à la nécessité ou à l'utilité, les changements, c'est toujours salutaire, c'est toujours pour la bonne santé de l'institution ou de l'entreprise ou de je ne sais quelle entité. C'est toujours une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tel choix ou tel autre? Là, moi personnellement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Cependant, moi, je ne sais pas, mais je considère depuis le temps, il y a eu combien de personnes sont passées par cette direction. Vous parlez de la direction. Mais si Mohamed, vous êtes un expert dans la sécurité. Quand on voit une information comme ça qui a été fuitée des jours avant même la nomination donc du nouveau chef de la DCSA, est-ce que ça c'est pas inquiétant pour un expert en analyse sécuritaire? Non, il s'agit de changements à la tête d'une direction. Maintenant, on lui fait savoir, on l'informe peut-être son chef de cabinet ou autre, par n'importe quel moment. Donc, dès que ça sort, dès qu'on informe, c'est fini, il n'y a plus de secret à ça. Que les gens sachent. De toute façon, ils le sauront aujourd'hui, sinon demain. Et non, c'est pas un secret, ça. Il ne faut pas se perdre dans ça. Alors, j'ai toujours considéré, et ce que j'ai vu, des changements normalement devrait être salutaire. Maintenant, s'il y a autre chose qui est cachée derrière, ça peut nous être retourné sur la gueule. Et là, personne ne le souhaite. Mais je pense qu'il a été choisi par le pouvoir actuel. Et s'il est limogé, s'il n'y a pas autre chose, si on suppose qu'il a été limogé, il y a des raisons, certainement. Il s'agit quand même d'un haut gradé, de la hiérarchie, on ne joue pas, c'est pas, on l'appelle et ensuite on le rejette comme des épluchures d'oignons ou d'orange. Non, je pense pas. Mais bon, maintenant, s'il y a autre chose, je le répète, moi je n'ai pas d'informations. Mon expérience à moi, dans la direction, lorsqu'il y a un changement à la tête, généralement c'est salutaire, ou on cherche à mieux, on cherche une autre orientation, on cherche à effacer une erreur peut-être, on cherche à dépasser quelque chose. Il y a un élément dans ce sens-là. Très bien. Il y a une erreur dans un travail, et puis bon, le chef, s'il ne fait pas sa demande d'émission, on le fait démissionner, point à la ligne. Un peu tout fait, vous vous rappelez, il y a eu des problèmes, Tigentouré, notre autre, par exemple, et puis bon, c'est normal que les gens doivent changer. Enfin, rappelez-vous la police. Donc pour vous, si Mohamed Khelfaoui, ces changements sont opérés donc dans un contexte qui est tout à fait normal. Non, je ne peux pas dire. Le contexte est normal. Oui, mais si vous voulez, si on doit maintenant attendre les plans de changement, etc. Mais non, il est hors de tout. Mais c'est venu. On n'a pas à attendre, on n'a pas de temps à perdre. Il doit y avoir le changement. Et le changement aura lieu, point à la ligne. C'est tout, hein. Très bien. Maintenant, on n'a pas vu la Mamara. S'il est malade, bon, c'est autre chose. Maintenant, s'il doit être remercié, ben, on le saura demain après-demain. C'est bon qu'on le sache avant, vu, mais des explications lorsqu'il s'agit de personnes. Généralement, on protège la personne et donc elle part, la personne part et point barre, quoi. Mais
Très bien, très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On va revenir à Karim Tabou. Karim Tabou, sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Vous avez aussi donné votre analyse par rapport à la situation, mais aussi des voix qui s'élèvent à l'intérieur du pays et qui parlent d'entre Bengrina, qui parlent qui lancent des déclarations et qui appellent les Algériens à devenir des khabarji d'après donc ces déclarations. On l'écoute et je reviens à vous, Karim Tab. على كل جزائري وعلى كل جزائرية أن يكون خبارجي لقوانا الأمنية، أن يكون خبارجي لأفراد الجيش الوطني الشعبي، أن يكون خبارجي لرئيس الجمهورية، أن يكون خبارجي لقائد الأركان، أن يكون خبارجي لقادة النواحي، أن يكون خبارجي لمختلف القوى الأمنية من أجل أن لا يتسلل أي عدو. Karim Tabou, quelle est votre réaction? Mais est-ce qu'on doit être inquiet face à ce genre de déclaration, Karim Tabou? Excusez-moi de saluer même tardivement Madame Bouch et Mohamed Khelfaoui. Mais pour ma part, les déclarations du chef de l'État et de ses subalternes et de ses relais ne sont pas importantes. À mon avis, engager des débats sur la base des déclarations de tous ces frimeurs, de tous ces manipulateurs, de tous ces menteurs serait tout simplement perdre son temps à débattre du vide. Pour ne reprendre que quelques propos contradictoires, lorsque un chef de l'État déclare que l'Algérie qouwa dhariba, mais en même temps il explique que ce pays n'a pas réglé le basique de la gestion de ses affaires économiques, sociales, aucune statistique fiable, aucun chiffre d'un pays quand même qui a plus de 60 ans depuis son indépendance. Souvenons-nous que la première déclaration du chef de l'État fut, en grande pompe d'ailleurs, la mise en place d'un ministère de start-up. Bon, c'est vrai que ces mots de la modernité, ces mots techniques, ils ne les connaissent pas, parce que pour connaître c'est quoi les start-up, c'est quoi leur champ d'action et c'est quoi leur travail, il va falloir avoir un environnement adéquat à cela. Nous sommes un pays qui est à la traîne en termes de débit Internet, nous sommes un pays à la traîne en termes de classement de nos universités, nous sommes un pays à la traîne en termes de transparence dans la gestion économique, nous sommes un pays à la traîne dans beaucoup de sujets. Donc lorsque vous regardez les choses objectivement, vous allez vous apercevoir que l'Algérie, elle a deux facettes, elle a deux dimensions. Elle a d'abord une dimension naturelle, c'est-à-dire que l'Algérie fait en superficie 5 fois la France, 205 fois Qatar. Et l'Algérie est le deuxième ou le troisième pays producteur du gaz en Afrique. L'Algérie est un pays qui a un budget de l'armée important après le budget je pense, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte. C'est le budget de l'Algérie qui est important, qui est affecté à l'armée. Et puis lorsque vous soulevez les chiffres en superficie, en production du gaz, etc., vous voyez très bien que l'Algérie est parmi les premiers de l'Afrique. Mais lorsque vous regardez les choses qui concernent la gestion de ce pays, les affaires politiques de ce pays, les affaires économiques de ce pays, vous allez bien constater que le paradoxe algérien, il est là, un pays riche et sur lequel on peut constater quotidiennement la pauvreté des gens, la pauvreté des dirigeants, pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan intellectuel. Vous imaginez, dans le monde de 2023,
vous allez entendre le chef de l'État expliquer à Blinken, le premier diplomate du monde, comment l'Algérie mélange le lait avec de l'eau. Vous imaginez dans quelle ère nous sommes? Nous sommes pratiquement à l'ère primitive dans ce pays par la faute d'un pouvoir incapable de se placer ni dans la géographie, ni dans l'histoire, ni dans la stratégie, ni dans l'économie, ni dans aucun domaine. La seule compétence de ce pouvoir, c'est qu'il ruse avec l'histoire, il ruse avec les Algériens et il tente de ruser avec le monde. Lorsqu'on évoque la question du Sahel, vous savez, le mot Sahel, on ne l'a pas connu par le passé. On a fait l'université, on a fait le lycée, on a fait nos études, mais on ne connaissait pas le Sahel. Et lorsque vous, et ça c'est une règle, je pense que ce n'est pas Karim Tabou qui a inventé cette règle, beaucoup d'experts s'accordent à dire que les lieux de conflit sont les lieux opérationnels des services. Pas seulement des services algériens, mais beaucoup de services. Lorsque vous évoquez le conflit en Libye, c'est le champ opérationnel des services. Lorsque vous évoquez le conflit au Mali, c'est le champ opérationnel des services de Wagner, des Américains, des Français, des Israéliens, etc. Et je passe. Lorsque les gens continuent de penser qu'il suffit de la volonté d'un État, le Mali, le Tchad, mais écoutez, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ce sont des pays qui sont là, incapables de se prévoir, incapables même pas de surveiller leur territoire, parce que malheureusement, ils sont victimes d'un ordre mondial qui écrase les faibles. Et l'Algérie, dans cette partie-là de l'Afrique, du monde, c'est elle qui a les moyens, qui mobilise le budget le plus important. Merci Karim Tabou. Désolé de vous presser. On me dit qu'on est presque à la fin de cette émission. Je veux donner le mot de la fin très rapidement à Dr Nora Bekouche. Et je pense qu'elle va parler aussi de la mobilisation de la diaspora sur certaines dates, bien sûr. Docteur, à vous la parole, très rapidement. Merci Nassar. Donc, on va vous montrer aussi les affiches. On va mettre... Merci. Donc, je donne, donc ça, c'est les rendez-vous de la diaspora pour ce 18 mars 2023. On a une marche à Genève. Marche à Genève pour les droits de l'homme. C'est l'association ADEM à l'origine de cette marche. Donc pour dénoncer, condamner la répression, la torture en Algérie et notamment également les lois liberticides dans le 87 bis. Également, je donne rendez-vous et je suis vraiment très heureuse d'être à Évian le 18, jour de signature des accords d'Évian, le matin à 11h. C'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de notre histoire et on est en marche pour se réapproprier notre histoire. Donc, rendez-vous à Évian le 18, ce samedi 18 à 11h devant la mairie d'Évian. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Nora Bekouche. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Docteur Nora Bekouche, médecin, militante politique aussi. Elle était avec nous depuis Paris. Grand merci aussi à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il était avec nous depuis Alger. Et merci à Monsieur Tabou, homme politique, opposant politique, coordinateur national de l'UDS. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.